Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du monde du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Et là, comme c'est les fêtes de fin d'année, on a décidé de vous faire un cadeau, un épisode spécial, un hors-série comme on appelle dans le jargon. Et pour cela, j'ai fait appel à une encyclopédie vivante pour vous raconter que des anecdotes sur des films cultes de Noël. Sylvia Nawa, bonjour. Bonjour, comment vas-tu, Patrick? Ça fait plaisir. Un joyeux Noël à tout le monde aussi, hein. Merci, ouais, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Alors, Sylvia, pour commencer l'épisode, ce hors-série, on est obligé de parler, je crois, on peut pas passer à côté. Maman, j'ai raté l'avion. Ah, mais comment ne pas parler de ce film? C'est le film de Noël, c'est la référence pour te dire qui est rentré dans la pop culture et qui a aussi révélé un acteur qu'on ne présente même plus, Macaulay Culkin, hein. Bien sûr, ce film, Était il est... le premier enfant star médiatisé aussi, hein. Oui, oui, le film, il est sorti quoi, il y a 33 ans? Exactement, ouais, 33 ans. Il y a 33 ans, réalisé par Chris Columbus. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre là-dessus sur ce film? Alors, j'ai beaucoup d'anecdotes que moi-même, je viens de découvrir à force de le D'accord. regarder et tout ça. Et j'ai Ouais. découvert un truc énorme. Alors, il faut savoir que ce film-là, à la base, tu vas trouver ça complètement dingue. Celui qui devait jouer le rôle de Joe Pesci, à la base, c'était un acteur hyper connu. Ouais. Mais l'ironie qui a refusé de jouer dedans parce qu'il voulait pas jouer dans une comédie familiale, devine c'est qui? Laisse-moi deviner. De Niro. Robert De Eh Niro. oui, Robert De Niro. Et l'ironie, parce qu'il a refusé, parce qu'il voulait pas jouer à un film enfantin. Et à l'inverse de Joe Pesci, qui a accepté le rôle justement pour se démarquer de cette image de mafia. Il a dit Bien qu'il voulait sûr. jouer un rôle un peu plus, plus comique, un peu plus marrant. Et il se doutait pas que ça allait devenir un succès énorme. C'est comme quoi la magie du cinéma, ça fait son effet, quoi. Bah parce que ces deux acteurs, on est un peu habitué à les voir dans les films de Scorsese, donc ils sont toujours habitués à jouer les durs, les mafiosos. Et je sais pas si tu te rappelles, Joe Pesci, c'est quelqu'un quand il joue, il dit toujours des gros mots, il dit toujours des injures. Et pour Oui, oui, lui, ça a oui. été très difficile de jouer dans le moment où j'ai raté l'avion sans dire un seul gros mot. Bah, c'est ça qui est drôle, et d'autant plus que tu vas voir qu'à force de ces anecdotes, tu vas voir que Joe Pesci et Macaulay Culkin, ils ont un point commun et devine lequel. Ah, là, je donne ma langue au chat. Alors, ils ont tous les deux joué avec Michael Jackson. Joe Non! Pesci dans Moonwalker, c'était lui qui jouait le rôle du méchant. Ah oui, c'est vrai, Alors t'as les gens raison. et Macaulay Culkin, bah forcément, il a joué dans le clip de Michael Jackson, Black and White, qu'on ne présente plus, et d'ailleurs qui est le parrain de sa fille Paris Jackson. Ah C'est waouh, quand ok, même dingue, hein, c'est clair. les drôles de coïncidences, hein. Bah non, non, c'est fou. Mais en plus, tu sais que ce film, quand il a été tourné, c'était un film à petit budget, hein. Le film, à l'époque, il avait coûté juste 15 millions de dollars, mais qui avait quand même rapporté plus de 500 millions de dollars. C'est quand même, c'est imaginable. Qui aurait Mais cru un tu te tel rends compte, succès? hein, à l'époque des années 90, exactement, c'est que c'est un record inestimable. Ça veut dire que, tu sais, à l'époque, les films, ils gagnaient ils engrangeaient des recettes. Mais là, Mhm. c'était inespéré à un point que Michael Culkin avait touché un cachet de 100 000 dollars. Et puis, quand ça a été un succès énorme, bah, pour la suite, il a touché 4,5 millions, ce qui a fait de lui l'acteur, l'enfant star le mieux payé au monde. Bah, C'est quand même incroyable, cette performance, hein. bah, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est le film que tout le monde regarde pendant les vacances. Ça veut dire que quand c'est Noël, tu peux pas avoir un Et Noël sans bah, regarder ça. en fait, ce qui est touchant, parce que tu parles de Chris Columbus, parce que aussi c'est incroyable, parce que ce réalisateur, il a fait qu'on a toujours envie, enfin, même quand tu regardes ce film, même 30 ans plus tard, tu es toujours cet enfant émerveillé qui vit cette histoire improbable. C'est le truc vraiment improbable. Comment un parent peut-il oublier son enfant le soir de Noël, quoi? C'est pour ça que quand on voit le titre Maman, j'ai raté l'avion, j'ai dit, mais comment un enfant peut rater un avion, quoi? C'est le truc invraisemblable, quoi. Mais quand, pour rebondir là-dessus, il y a eu beaucoup de complots sur Internet qui disaient oui, et il a raté l'avion parce que le papa avait jeté son billet d'avion dans la poubelle avec la pizza. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène. Quand Ah le... oui, là, mais Voilà. justement, c'est drôle que tu parles de cette scène de la pizza parce que tu sais que ça a eu une importance vraiment capitale, cette scène, pour deux choses. Vas-y, je Alors, la t'écoute. première, il faut savoir que si vous avez l'œil, le petit frère de Kevin McAllister n'est autre le vrai petit frère de Macaulay Culkin, qui est Mhm. aussi distingué dans une série qu'on présente plus, Succession.
Tu vois, il D'accord. joue encore aussi le petit frère et tout ça. Et c'est grâce à sa scène qu'il a réussi inconsciemment à faire un placement de produit. Est-ce que tu te rends compte de ça? Oui, avec C'est- Pepsi. Oui, avec Pepsi, parce qu'au début, ils avaient fait une collaboration. Ils se sont dit, bon, ils ont proposé à Pepsi, on voudrait, voilà, histoire que comme, tu sais, le cliché, tu commandes une pizza avec ta boisson préférée. Sauf que le film a tellement cartonné que ça a fait une pub immense, monumentale à Pepsi, que quand ils ont tourné la suite, Coca-Cola, ils ont versé un chèque énorme à la production pour qu'ils prennent Coca-Cola dans la suite. Ah oui, oui, Et oui, que c'est toi, vrai. c'est, oui, Je m'en rappelle, oui, oui. Il change, la boisson change après. Mais tu sais, tu parlais de Chris Columbus. Il faut quand même rappeler que c'est un grand réalisateur et qu'on avait vu dans d'autres films, comme il a fait quand même la série des Harry Potter. bah oui, mais c'est surtout ça parce que, toi, vu qu'on parlait d'un film qu'il y a comme bientôt après par après, Die Hard, parce que Chris Columbus, il a un point commun avec Die Hard aussi. On en Et c'est le fait parlera. que, ben, ouais, on en parlera après, mais c'est surtout que moi, l'anecdote que j'ai découvert que je ne savais absolument pas, c'est la fameuse scène de l'araignée, de la tarentule. Il faut qu'on en parle de ça. Vas-y, je t'écoute, raconte-nous. Alors, tu vas halluciner. Est-ce que tu sais que Daniel Stern, qui joue le comparse de Joe Pesci, a Mhm. eu l'idée folle. À la base, il voulait prendre une araignée en plastique tranquille. Il a dit non, ce serait fun si on prend une vraie araignée. Et alors, Chris Columbus, il a dit ouais, c'est cool, pourquoi pas, mais t'es sûr? Parce que tu sais, une tarentule, c'est C'est vraiment une dangereux. tarentule. Il m'a dit Ouais, non, ouais. mais t'inquiète, c'est dangereux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vas pas le croire, c'est qu'il y a eu tu sais, les personnes qui sont spécialisées dans le dressage d'animaux. Il lui a Mhm. expliqué, d'accord, on accepte que tu tournes la scène, par contre, il va falloir que bah, forcément, performance d'acteur oblige, que quand on va poser l'araignée sur ton visage, tu ne dois pas crier, parce que sinon, elle va se sentir menacée et elle risque de te mordre et, tu sais, bonjour l'hôpital, surtout qu'elle est sur son visage, il y a ses yeux et Mhm. tout ça. Donc, ce qu'ils ont fait, il a enregistré ses cris en post-prod. Donc, quand tu le vois, qu'on pose l'araignée sur son visage, en fait, il ne crie pas. Et le pire, la magie du cinéma, ils l'ont fait en une seule prise, cette scène. C'est incroyable, quoi. Oui, oui, non, mais c'est une scène culte. Quand tu la racontes, dans ma tête, j'étais en train de revoir cette scène et le cri qui pousse. Mais ce cri, il est tout simplement, c'est une légende. Mais C'est. oui, mais le pire, c'est que de savoir qu'il a été fait en post-prod et quand ça s'est vraiment passé, il l'a pas crié. Alors que moi, quand je vois une araignée, la première des choses, je vais crier. Mhm. C'est des réflexes. Et c'est surtout que tu te rends compte que c'est une comédie que les deux acteurs, que ce soit Daniel Stern et Joe Pesci, ils ont dit que c'était le film le plus physique qu'ils ont tourné dans leur carrière. Ah oui, oui, par rapport aux cascades, tout ça, ouais, oui, ils ont vraiment contribué aux Bah, cascades. oui, oui, parce que bon, c'est pas sans incident. Même, il y a une scène aussi qui a été Macaulay Culkin. Et même Joe Pesci, il s'en est voulu de toute sa vie. C'est qu'en fait, comme tu dis, comme il disait des gros mots, il y a une scène où est-ce qu'il devait mordre le doigt de Macaulay Culkin. Sauf Mhm. qu'il a tellement été pris dans le jeu qu'il l'a vraiment mordu Oh mon et Dieu. qu'il l'a blessé, le pauvre. Il a dit qu'il en est tellement voulu. Et Macaulay Culkin, plus tard, il a dit, mais c'est pas grave. Il a dit, non, mais je m'en veux. Parce que t'imagines un petit enfant de 8 ans, tout gentil, tout mignon, comme Macaulay Culkin, qui lui mord le doigt. Il s'en est tellement voulu. Et il a expliqué justement qu'il a créé cette espèce de distance. Alors Mhm. pourtant, il a dit qu'il aimait beaucoup cet enfant, mais il a dit que il voulait créer cette distance pour garder cette sorte d'énergie, tu sais, cette distance, parce que vu qu'il joue un méchant, pour Mhm. pas que ça le perturbe en fait. Et il a dit que du bien de lui. Il a dit que c'était un enfant très professionnel pour son âge, parce qu'à 8 ans, avoir un talent aussi précoce que lui, c'est incroyable quand même. Bah, juste, quand tu parles de talent, bah, moi, je vais t'en donner une, c'est que pour ce film, Chris Columbus avait auditionné à peu près plus de 200 enfants pour le rôle de Macaulay Culkin, pour le rôle de Kevin. Mais dès le départ, en fait, son scénariste lui avait dit, oui, non, mais je connais un tel gamin, j'ai travaillé avec lui, tu devrais le voir. Et lui, il voulait pas. Donc, il a commencé les faire auditionner un à un. Et jusqu'au moment où il est tombé sur Macaulay Culkin, à la première réplique qu'il a faite, il a dit, ah non, ça y est, c'est bon, on le prend, c'est lui notre gamin. Donc, c'est pour te montrer à quel Mais, point il était talentueux. mais c'est quand même dingue de savoir que tu sais qu'à un moment, ça va le faire, quoi. C'est qu'il y a certains acteurs, par exemple, toi, bon, De Niro, il s'est dit, bon, c'est un petit film enfantin, ça m'intéresse pas, mais tu te rends compte des fois que des refus peuvent faire que tu peux passer à côté d'une immense opportunité. Mais ça a permis aussi à Joe Pesci, bah quand même, il a quand même fait un film qui est rentré dans la pop culture inconsciemment, tu vois. Et ce qui est assez drôle, comme tu dis, de Michael Culkin, bah, j'ai une anecdote assez marrante. Tu vois la scène de la salle de bain quand il essaye tous les trucs. Oui, oui, Il faut oui, savoir que oui. cette scène a été totalement improvisée. En Waouh. fait, il a mis plein de produits parce qu'il s'est dit, bon, tu es dans la salle de bain, tu fais comme si tu utilisais les produits de ton papa et tout ça.
Donc, il essaye. Et au moment où il met l'aftershave, tu sais, il a vraiment mis comme ça parce qu'il s'est dit, c'est une espèce d'eau et tout ça. Et dès qu'il a mis, il a vraiment crié. Et Chris Columbus a tellement aimé qu'il a dit non, on est obligé de garder cette scène. Et tout le monde pense que c'était fait, alors que pas du tout, ça a été improvisé parce que son cri, c'était vraiment un vrai cri en fait. Quand Non, tu mais le vois c'est... vraiment. Non, non, mais je me rappelle Et, très bien de cette scène. C'est là que tu vois des fois que l'improvisation a une part très importante dans la plupart des films, et on en reviendra tout à l'heure justement avec Piège de cristal ou encore avec tous les films de Noël. Mais il y a une star incontournable dans ce film, c'est quand même la maison. ah bah oui, la maison, comment ne pas parler de cette maison, surtout que je crois qu'il y avait quelqu'un qui l'avait acheté pour je sais pas combien de millions de dollars. Et c'est surtout ce qui est drôle, c'est que même j'avais vu un TikTok, il y avait une personne qui avait décoré sa maison. Oui, Elle avait fait en statue de cire les deux méchants et les petits Kevin, tu sais, qui montent sur le toit. C'était hilarant comment cette maison elle est restée dans la pop culture. C'est incroyable, quoi. ben oui, j'ai l'information pour toi. La maison, elle a été vendue, tiens-toi bien, en 2012 pour 1,5 million de dollars. Waouh, Ouais, ouais. 1,5 million. Tu te rends compte de la cote? Tu vois, c'est quand même dingue, comme tu as dit, le pouvoir du cinéma, c'est que comment on peut rendre quelque chose de populaire, qui a une certaine valeur et même aussi la fameuse scène culte, on est obligé d'en parler, la fameuse Vas-y. scène de l'aéroport, quand la mère, elle se rend compte, je- tiens, il est où Kevin? Il n'est pas là. Après, le pire, c'est que j'adore cette scène parce que le jeu d'actrice de Catherine O'Hara, c'est que elle Bien sûr. commence à rigoler parce qu'elle dit c'est une blague. Et quand elle se rend compte, elle fait et qu'elle s'évanouit. Mais, mais j'adore, franchement, j'adore surtout cette actrice. Moi, de toute façon, moi, ça a été mon coup de cœur, surtout quand j'ai vu aussi Beetlejuice, parce que elle a tellement d'autodérision. Tu te rappelles de la scène du dîner? C'est tellement Oui. improbable que tu dis qu'elle a un immense talent d'actrice, cette femme. Et c'est vrai que c'est le truc inenvisageable que parce qu'une mère, ses enfants, c'est tout, et que là, elle oublie son propre fils, c'est vraiment incroyable cette histoire. C'est que tu te dis comment une mère peut être aussi dépassée en oublier son propre enfant. Tu vois, c'est quand même dingue, quoi. Après, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Tu sais, des fois, quand t'es habitué à une certaine routine, on a vu, c'est des fois, c'est passé aux informations. Quelqu'un qui va d'abord le matin prendre son gamin, pense l'avoir déposé à la garderie et ensuite va au travail. Et comme tu fais ce trajet tous les jours, inconsciemment dans ta tête, t'es devenu un robot. Donc, tu penses que tu vas le faire jour après jour et jusqu'au jour où tu oublies quelque chose, en fait. Et je pense que Ah bah ça oui, pourrait expliquer pour la maman un peu ce qui s'est passé. bah oui. Et c'est surtout, en fait, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que, parce que comme on parle de Naël aussi, ce que j'ai aimé dans ce film, ce qui m'a touché, c'est l'histoire aussi qu'on a aussi eu vraiment un coup de cœur, c'est l'histoire de son voisin, Monsieur Marley aussi. Ah oui, non, c'était touchant. Non, 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 c'est clair. Oui, oui, c'est touchant parce que quand tu vois l'histoire que quand son frère lui raconte, on aurait dit c'est quelqu'un de méchant. Et puis quand tu vois la scène de l'église qui se met à nu, qu'il explique pourquoi que les rumeurs étaient fausses, qui raconte l'histoire qui a fait qu'en fait il se retrouve tout seul, c'est là que tu te rends compte qu'ils avaient ça en commun, c'est que lui il se retrouve à cause d'un non-dit. En plus c'est la même chose parce que tous les deux ont en commun cette dispute qu'ils ont eue avec leurs proches, qui fait qu'ils se retrouvent à être seuls à fêter Noël, alors qu'ils ne demandent qu'une chose en fait, c'est de fêter Noël. Et souvent, ça, on délaisse parce que, comme tu as dit, même si on parle des enfants, mais des fois, on a l'impression qu'on délaisse aussi les personnes âgées. Et Mhm. j'ai aimé qu'on mette ça en lumière aussi. Bien Tu vois, sûr, même si cette personne, parce que M. Marley, il n'est pas pauvre, mais il a une bonne situation, mais il est assez triste de se dire qu'il se retrouve dans une grande maison tout seul à fêter Noël, un peu comme le personnage de Kevin. non, mais la morale, elle est très bonne dans cette histoire parce que même en tant qu'adulte, tu te rends compte que des fois, t'es fâché avec une personne et t'oses pas faire le premier pas, en fait. Tu te dis, pourquoi ça serait moi qui va prendre le téléphone et parler à cette personne et dire oui, je m'excuse, je sais pas quoi. Et des fois, il faut juste oser. Et Bah justement, c'est beau parce que c'est en rapport au cinéma, parce que quand j'ai revu le film, il y avait une belle scène quand il disait j'ose pas appeler mon fils parce que j'ai peur qu'il ne me parle pas. Et Kevin, il a dit une belle phrase, il a dit sans vouloir vous vexer, vous n'êtes pas un peu trop jeune pour avoir, trop vieux pour avoir peur. Et j'ai trouvé ça tellement touchant parce que il se dit quand on est adulte, bah, on n'a plus peur de rien, alors que non, c'est qu'on a nous-mêmes des insécurités quoi qu'il arrive, qu'on soit grand, petit, adulte ou âgé, quoi. oui, et justement, la période des fêtes, bah, c'est le moment où des fois on décide de faire le pas, c'est-à-dire de parler à ces personnes avec qui ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, de téléphoner à des gens, ça fait des années qu'on n'a pas eu de nouvelles. Et Noël, c'est ça la magie aussi. Ben, c'est surtout aussi la phrase qu'on avait dit dans l'église, tu sais, tu peux me dire bonjour. Et en fait, je pense que la morale de l'histoire, toi, mis à part que les jouets, bon, c'était super cool, mais tu as bien vu,
bon, même si on va spoiler, mais tu as bien vu, il a fini par se faire attraper par les méchants. Et Mhm. la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que s'il n'aurait pas échangé avec son voisin, ça se trouve, il se serait retrouvé dans une position fâcheuse. C'est Bien sûr. aussi le fait que quand on a un problème, d'en parler à quelqu'un, parce qu'il aurait pu être inconsciemment en danger. Et je pense que c'est pour ça que Chris Columbus, il a voulu quand même montrer ce voisin, parce que c'est la personne que tout le monde a blâmé, critiqué, qui a fini par sauver ce petit garçon, quoi. C'est ça qui est incroyable. Oui, il a quand même une place importante dans l'intrigue du film. On peut pas le nier, ça. Ben oui, mais même, surtout, si je te jure, mais moi, même ma scène préférée, c'est toujours celle de la fin quand tu vois les flocons de neige. Ça veut dire qu'il a écouté les conseils, il prend son fils dans les Oui, bras et quand il prend sa petite fille et qu'il la serre tellement fort parce que c'est tellement les années, comme tu as dit, à force de non-dit, il a perdu tout ce temps et se rend compte, tout ça pour rien, en fait. bah, Et le pire, ce qui est touchant, c'est que quand il regarde par la fenêtre, il fait coucou il lui fait un au coucou, oui. personnage de Kevin parce qu'il lui avait dit tu peux me dire bonjour et qu'il lui dise bonjour. C'est c'est tellement émouvant et puis c'est vrai que ce film c'est tellement entré dans la pop culture parce que nous on a toujours rêvé de se retrouver seul à la maison, de faire ce qu'on veut, la pizza au fromage rien que pour soi, boire sa canette et puis surtout le fameux film qui regarde, c'est le fameux film culte. Tu Oui, sais oui, qu'à la oui. base c'est un faux film qu'ils ont fait Oui, 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 avec j'avais des vu vrais ça, oui. acteurs. Et ça, je savais pas parce que je cherchais partout. Ils ont dit non, en fait, c'est un faux film, en fait. C'est Il n'existe hallucinant, pas, quoi. ne le cherche pas, il n'existe pas. Mais pourtant, Non. les répliques de ce film sont devenues très cultes quand même. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est devenu très très culte. Et c'est surtout que bah, ça prouve que des fois aussi, comme tu dis, les scènes marrantes, c'est pas sans danger. Parce que bon, même si ça n'a rien à voir avec le un mais lors du 2 Joe Pesci, il avait dit il s'est fait brûler le crâne lors d'une scène et que Mhm. ça lui a quand même laissé certaines séquelles, mais il a dit je regretterais pas de le refaire parce que c'est tellement un film, comme tu dis, sur papier. C'est pour ça, comme tu dis, il faut pas sous-estimer un scénario parce que à l'époque, c'est vrai que c'était à l'époque des années 90, c'était le prémisse des enfants stars qui débarquaient. Donc, c'était eux un peu les stars bankable du moment. Bien sûr. Et c'est vrai que personne n'aurait cru sur le papier que ça allait être un immense succès. Comme tu dis, t'imagines 500 millions de dollars à l'époque, Non, c'est clair. c'était un Mais truc énorme, quoi. ça me permet de rebondir, comme tu dis, personne ne s'attendait à ce succès. Un autre film où personne ne s'attendait, c'est Piège de cristal, Die Hard, Ah bah en, oui, en il anglais, faut pour ceux qu'on parle qui... de ce film Bien parce que sûr. les anecdotes que j'ai vues, mais tu te dis, mais c'est hallucinant ce film. C'est qu'à la base, c'est tiré d'un roman et Oui, que c'est surtout que Bruce Willis, à la base, il jouait dans une série qui s'appelait Clair de Lune. Toi, il n'était oui, pas encore bankable, il n'était pas encore. Et en plus, comme tu dis, comme à Noël, parce que nous, on pense que toujours, il faut que tout soit parfait, et c'est l'antise de les fêtes de Noël que on a toujours peur que ça se passe mal. ouais. Et j'ai émis l'idée que du mec qui est flic, qui veut reconquérir sa femme, qui veut essayer de se mettre à nu, mais le problème, c'est que des mecs, des terroristes débarquent du jour au lendemain dans cette tour. Il est tout seul, sans armes, sans équipe, et Attends, mais c'est la. avant de spoiler tout ça, donnons Ah un peu oui, un contexte quand même à nos auditeurs. Donc, Die Hard, en anglais plutôt, ou Piège de cristal, c'est un film qui est sorti en... Non, d'abord, c'est basé sur un livre. Le livre s'appelle exactement. Nothing Lasts Forever. C'est un livre qui devait sortir en 1979. Et le film a été réalisé par John McAterney. Et en fait, c'est l'histoire d'un policier qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Si on devait le résumer un petit peu, je pense. Mais c'est exactement ça parce que c'est le truc, tu t'y penses pas, quoi. En plus, le pire, c'est qu'à la base, il était parti pour voir sa femme, pour essayer de recoller les morceaux, mais sauf que il va devoir, et surtout dans cette situation rocambolesque, et c'est le truc, tu t'y attends pas. En plus, c'est vraiment, et en plus, toi, comme on parlait justement de Chris Columbus, le point commun avec Die Hard, c'est Alan Mhm. Rickman. Et Bien sûr. j'ai la conviction que Chris Columbus, je suis sûre qu'il a regardé ce film et s'est dit qu'il était parfait pour son rôle dans Harry Potter. Parce que quand tu le vois, pas Mhm. d'émotion, c'était vraiment le méchant. Et en plus, il fait tellement partie de la pop culture qu'il est dans le top 10 des pires méchants dans les films. Oh mon Dieu. Mais j'aimerais Ah ben revenir sur ce qu'on oui, on disait tout à l'heure, on faisait le lien, on se disait que le film avait un succès inattendu, mais il faut savoir que pour ce film, à la base, c'était pas Bruce Willis qui était prédestiné pour ce film. Ça veut dire que ce film a été proposé à des mecs comme Stallone, Schwarzenegger, il y a aussi, ça a été proposé son nom ne me revient pas, mais tu as plein de personnes qui ont refusé ce film. Ah oui, Burt Reynolds ou encore Richard Gere, on leur a proposé et ils ont tous décliné, ils ont dit non, ça nous intéresse pas. Et mais le donc la pire, je vais te production... raconter une anecdote encore Vas-y. pire.
ouais, excuse-moi de te couper, c'est que Clint Eastwood, il a voulu acheter les droits, mais il a lâché l'affaire parce que finalement, il s'est dit, ouais, bof. Ça, c'est quand même Oui, oui, hallucinant, quoi. oui, il avait acheté les droits à l'époque, même pour aller encore plus loin. Ça veut dire que tu as regardé le film Commando avec Arnold Schwarzenegger? Ah bah attends, qui n'a pas regardé tous les films d'action avec Schwarzenegger? C'est le master des films d'action, quoi. Bah Ouais. justement, Piège de cristal pour nos auditeurs, ça devait être en fait une suite de Commando, mais Arnold Schwarzenegger a décliné, il a refusé de faire ça. Donc les productions se sont dit, mais Oh. qui est-ce qu'on pourrait avoir pour ce rôle? Donc ils ont cherché partout, ils ont été voir sur les stars de séries télé à l'époque. Ils ont été voir l'acteur qui jouait dans le Deux flics à Miami, Don Johnson, je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, 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 Don Johnson, oui, oui, Voilà, je, ils ont ouais, été ouais. chercher Don Johnson, il a refusé. Ils ont même été chercher l'acteur qui jouait MacGyver, Richard Dean Anderson. Ah, Richard Dean Anderson, ah, j'aurais jamais cru ça, putain, c'est C'est hallucinant. ça, c'est hallucinant. Et il a refusé. Et là, ils se sont retrouvés face à un mec qui n'était pas connu du grand public. C'était une star parce qu'il cartonnait dans la série Clair de Lune, Bruce Willis. Oui, oui, oui. Ça, je regarde, ça, je le connais parce que ma mère, elle était fan de cette série, donc, ouais. Non, 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 c'est clair. Et tu imagines quand même, c'est-à-dire que toutes ces grosses stars ont décliné ça et on se retrouve avec quelqu'un qui est inconnu, enfin qui cartonnait dans une série, et là, il se retrouve devant ça et ça devient le succès qu'on connaît en fait. Ben, c'est ça qui est beau. Moi, je dis toujours l'ironie. Euh, Nous, je pense que toi, quand on n'est pas encore connu, le refus des grands noms fait le bonheur des sans noms. Ah, bah oui, C'est-à-dire que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que moi, j'ai remarqué que souvent, quand on donne la chance, généralement à des gens qui sont pas très connus, c'est souvent quand les grands stars déclinent les offres. Tu vois, c'est un toujours. peu comme Sharon Stone, comme je te parlais dans Basic Instinct, c'est que toutes les actrices, elles ont refusé, elles ont dit que c'était trop sulfureux. Pareil pour le silence des agneaux. Les grandes actrices, elles ont refusé, bah, ils ont fini par prendre Jodie Foster, et au final, c'est elle qui a eu gain de cause, quoi. Bah, comme on dit, le malheur des autres fait le On bonheur fait des le uns, hein. bonheur des autres. Exactement, oui. Mais tu peux pas parler de Piège de cristal sans parler de ces personnages secondaires, les seconds couteaux un peu. Tu peux pas passer à côté Ah, ben, ah du oui, mais il faut policier. qu'on en parle. Alors, C'est ça. j'ai lu une anecdote, mais j'étais obligée de rigoler. Tu sais qu'à la base, bah, toi, les forcément les méchants, parce que tu peux pas parler de ce film sans parler des gros méchants. Et ils ont été castés parce qu'à cause de leur tête. Mais ce qui est marrant, tu vas rigoler, c'est que c'était censé être des Allemands, Oui. sauf que en fait, ils parlaient pas beaucoup allemand. Donc, au niveau du doublage, c'était une catastrophe. Même ils ont dit c'est pas possible, mais ils parlent pas allemand. Et le pire, l'ironie, le seul qui était allemand techniquement parlant, c'était Bruce Willis qui était né en Allemagne de l'Est, quoi. Et c'est incroyable. Et en fait, tellement c'était des fois trop incohérent, quand ils ont sorti le film en Allemagne, pour pas froisser les Allemands, tu sais, parce que faire passer pour les gros méchants, ils se sont dit, eh, c'est bon, nous, on a assez goûté au niveau de l'histoire. Ils se sont dit, bah, on va faire passer les méchants pour des Irlandais. Oh mon Donc ça Dieu. avait aucun sens, c'était n'importe quoi. Mais c'est clair que oui. Ah mais moi j'adore les méchants quoi. C'est les méchants comme ça, mais tu rigoles quoi. Il y avait les méchants, mais il y a quelqu'un aussi qui est devenu une star grâce à ce film après. Le personnage du policier dans la voiture, qui est joué par, comment il s'appelle? Reginald Vell Johnson, qui joue maintenant Ah bah oui, qui jouait Carl oui, Winslow dans Ma famille d'abord. Non, bah La vie de oui, famille, La vie de famille, La vie de oui famille, la vie de avec Steve famille. Urkel. Oui, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est souvent un personnage qu'on s'y attend pas, toi, parce que tu te dis, bon, il est là pour épauler le héros, et au final, parce qu'il se retrouvait être un personnage important dans l'intrigue, parce que c'est ça l'ironie, c'est entre guillemets, il va aider le héros sans l'aider parce qu'il aide de l'extérieur, tu vois, alors qu'il est tout seul livré à lui-même. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il apporte cette force mentale à Bruce Willis, parce que même si on est fort, mais on a besoin de quelqu'un qui nous motive, qui nous épaule, parce que enfin, c'est une situation qui ne se passe comme ça. En plus, tu as vu la gueule des méchants, donc tu as besoin d'avoir un mental C'était fort. inattendu. Mais par rapport à lui, pour revenir à Vel Johnson, moi j'ai une anecdote là-dessus. C'est comment il a passé ce casting. Ça veut dire il est Ah arrivé ouais, en fait raconte. le dernier jour du casting. Ça veut dire qu'ils avaient du mal à trouver le rôle du policier. Et lui, le jour du casting, il s'est retrouvé dans la même salle. Il y avait Wesley Snipes et lui en fait, le dernier jour. Mais non, Wesley Snipes. Ah, tu Wesley m'apprends un Snipes, truc, hein. ouais, Wesley Snipes devait être Waouh. là-dedans. Et lui, en discutant avec lui, il a dit, bon, bah, vas-y, toi passe en premier, moi je vais attendre mon tour. Donc il a laissé passer Wesley Snipes en premier. Et lui, ce qu'il faisait, il écoutait à la porte. Il écoutait à la porte. Et à ce moment-là, tu as Bruce Willis qui passe, mais il dit, mais
On n'a qu'à lui donner le rôle à celui-là. Et c'est comme ça qu'il a eu le rôle, en fait. Mais non, c'est quand même assez marrant ces anecdotes. Moi, j'aurais pas cru que Wesley Snipes avait auditionné pour ce rôle, quoi. Mhm. Mais attention, il n'y a pas que lui la star. À ton avis, quelle est la plus grande star de ce film? Tu vas pas t'y attendre. La plus grande star de ce film. Mais tu vas Euh, rigoler. Moi, je pensais que c'était Bruce Willis. Ah non, encore mieux que Bruce Willis, son débardeur, le Ah fameux oui. débardeur. Et tu sais ce que j'ai appris? C'est que tellement c'est la star, il avait plus de 14 Marcel à disposition pour le tournage. Donc, ce qui en faisait cher la crasse techniquement parlant, parce que c'est un peu sa marque de fabrique, tu vois. Et avec son Marcel, avec moi j'ai l'image de Bruce Willis avec son petit briquet, qui est dans des situations de galère, mais c'est vrai que cette tenue, bah, devenu un truc culte, quoi. Parce que si tu remarques bien dans les films des années 90, c'était toujours un Marcel, montrer les muscles saillants. Je suis un homme qui Voilà. a peur de rien. C'est ça. Bah, ça a lancé une mode, comme tu dis, pour rebondir là-dessus, sur revenir sur les films des années 90. Ça veut dire qu'en fait, Piège de cristal a posé les bases des films d'action. C'est-à-dire que c'est grâce à Piège de cristal qu'on a eu plein d'autres films qui sont arrivés derrière, comme on a eu Air Force One, Speed ou Piège en haute mer, parce que c'était toujours l'histoire du gars seul contre tous. Et cette Bah, recette-là fonctionne. exactement, parce que comme paradoxalement, on a eu dans les années 90 la période des enfants stars, mais on a aussi cette mode, comme tu dis, de film d'action que le mec, mais pas le mec qui se retrouve tout seul à gérer une situation impossible, quoi. Et comme tu dis, c'est clair que tu te retrouves avec plein de méchants à gérer tout ça. En plus, t'as pas d'équipier, alors que la police, forcément, t'as toujours un collègue qui t'épaule, mais là, il se retrouve tout seul. C'est le truc, tu dis, il pouvait pas passer un pire Noël que ça, quoi. Non, 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 c'est clair. Et j'aimerais aussi revenir sur une anecdote sur Alan Rickman, celui-là qui jouait le méchant. Lui, c'était quelqu'un en fait qui Oui, avait peur des armes à feu. Donc, je sais pas si tu te rappelles du film, il y a très rarement des gros plans sur lui. Parce qu'en fait, dès qu'il avait une arme, oui, dès qu'il oui, devait parce qu'on m'a tirer, il raconté ça, parce qu'il sursautait. sursautait. Parce qu'au C'est fait, il ça. faut savoir aussi qu'Alan Rickman, c'est son premier rôle, parce qu'il avait l'habitude de fouler les planches du théâtre, parce que c'est un acteur britannique, pour ceux qui y pensent, parce que beaucoup de gens pensaient qu'il était américain, et c'est son Mhm. tout premier rôle. Donc, tu vois, il n'a pas l'habitude des films d'action et tout ça, surtout des armes à feu. Et bon, je voudrais pas spoiler, mais tu sais, il y a une scène, forcément, la fameuse scène culte de la fin. Et Oui. ben, quand ils l'ont préparé, en fait, comme c'est une scène parce qu'il doit donner une illusion qui, toi, qui tombe, en fait, ce qui se passe, comme tu as dit, il était trop préparé. Ils ont une idée folle. Ils ont dit, bon, quand on va lâcher la corde parce qu'il était à plus de 10 mètres, on le Mhm. prévient pas. Ils ont fait genre, bon, on va faire un compte à rebours, un 2 trois. Sauf que ils ne savaient pas à quel moment lâcher la corde. Donc, ils faisaient un 2 et ils lâchaient. Donc, à chaque fois, tu le vois qu'il est surpris. C'est vraiment sa vraie réaction. Et c'est absolument dingue, quoi, de savoir ça, Oui, quoi. oui, c'est une blague que le cascadeur lui a fait. Il devait le lâcher. Il a fait on compte à 3 et je te lâche. Il a fait un, Ouais. 2, il l'a lâché. Et tu vois dans son visage la peur. Tu peux Ben lire oui. la peur. C'est la meilleure peur que tu peux voir au cinéma, en fait. Mais aussi, tu savais que, aussi, une anecdote aussi croustillante, c'est que celle qui joue sa femme, c'est Oui. Bruce. Tu vois, quand tu m'as parlé que Bruce Willis, il a dit au mec, ouais, donnez-lui le rôle. Eh ben, c'est Mhm. lui qui a suggéré, il a recommandé cette actrice pour jouer le rôle de son ex-femme. Parce qu'il avait Mhm. vu, je crois, dans un film, il a dit non, prenez cette actrice, elle est vraiment très bien. Et c'est comme ça que ça a pris, quoi. Mais t'as plein de carrières qui démarrent comme ça, bah, comme le gars qui jouait le policier, Val Johnson. Les producteurs de la série La vie de famille avec Steve Urkel, ils l'ont vu dans Piège de cristal, et c'est là qu'ils ont pensé à lui en fait pour jouer cette série. Et après, le gars, bah, il a joué dans La vie de famille, il a fait plus de 215 épisodes. Ça veut dire que sa carrière a vraiment décollé grâce à Piège de cristal, pourtant c'était un second rôle. Bah oui, c'est souvent ça. C'est pour ça que moi, je dis qu'en tant qu'acteur, il faut jamais avoir des préjugés parce que beaucoup de gens pensent, ah, parce que j'ai le second rôle, je vais pas avoir la visibilité d'un rôle principal, alors que non. Et souvent, beaucoup de gens retiennent sa performance parce que c'est quand même lui, comme tu dis, même s'il peut rien faire, mais quand même, c'est lui qui lui prête inconsciemment main forte et aussi la star, la plus grande des stars, faut pas oublier la Oui, fameuse tour où ils ont tourné le film quand même. Parce que beaucoup de gens, tu sais que ça a tellement eu un impact culturel, tu sais qu'il est interdit de prendre des photos de cet immeuble. oh mon Dieu. Parce que je te dis qu'après le succès du film, il y avait plein de touristes qui venaient, qui prenaient en photo. Ils ont tellement eu marre, ils ont dit, bah, interdit de prendre des photos devant le building. Donc, tu n'as pas le droit de prendre des photos devant ce fameux building. C'est quand Oui, même dingue, hein? ouais, je l'ai vu parce que ce building appartenait à la Fox en fait à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont carrément tourné à la maison en Exactement. fait. Ouais.
Bah oui, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que tu dis l'impact culturel, c'est ça qui a fait que aussi Eric et Ramsey se sont inspirés de ce film pour lancer aussi leur propre carrière au cinéma. Tu sais, là, Bien tout le sûr. monde parle d'As Infernal. Bah Parce que oui. et l'ironie, c'est qu'ils se moquent de ça. C'est que au début, les gens disent, mais non, c'est un film débile. En fait, ils n'ont pas compris. Si tu regardes Die Hard, ils se moquent justement de ça. Ils tournent en direction le fait que tu dis, les deux mecs, ils se retrouvent tout seuls, mais au lieu, on gère la situation, il faut que de l'empirer. Tu sais, c'est toujours de mal en pire, c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai adoré, j'étais mort de rire parce que tu te rends compte que, comme tu dis, c'est peut-être que inconsciemment, s'ils n'auraient pas vu ce film, ça se trouve peut-être qu'ils n'auraient pas eu cette idée farfelue et c'est peut-être pas ça qui aurait peut-être fait qu'ils auraient eu la longue carrière qu'ils ont maintenant. Parce Bah que ça non. a été leur premier film et tout ça. Et c'est que, comme tu as dit, c'est qu'un succès d'un film, des fois, il y a toujours cette impression de se dire, si on n'a pas une tête d'affiche, comme tu dis, c'est comme tu joues au poker, ça peut cartonner comme ça peut être un flop. Et tu as ces Mhm. pressions des studios parce que forcément, comme tu as dit, la Fox, tu vois, avec des grands succès comme Bien sûr, oui, Alien, oui. des films, ils pouvaient pas se ramasser, mais ça a été vraiment un succès surprise parce que moi, je me rappelle, dans les VHS, c'était direct, C'était il toujours était là, loué. quoi. C'était Ah toujours oui, loué. Et moi, toujours loué, ouais. j'aimerais revenir sur le rôle du policier parce que lui, c'était vraiment le policier avec tous les clichés possibles et imaginables. Il mangeait des donuts, il était gros. Ouais, tu sais, c'est genre le mec, tu sais, le flic, comme on dit, que lui, il peut pas aller sur le terrain. Tu vois, il y a Non, ceux qui restent dans le impossible. bureau et ceux qui sont sur le terrain, comme Bruce Willis, ça n'aurait pas été possible. Non. Mais Ah ouais. justement, en parlant d'être en forme, tu sais que Bruce Willis, pour jouer dans Pièce de Cristal, il a travaillé comme un malade. Parce qu'en fait, à l'époque, quand les producteurs l'ont proposé pour ce film, ils l'ont vu dans Clair de Lune, mais dans Clair de Lune, je sais pas si tu te rappelles, Bruce Willis était un petit peu gros quand même. C'était pas au top de sa forme. Donc pour Ah travailler oui, pour oui. Piège de Cristal, il a bossé comme un malade. Il a été à la salle de sport tous les jours. Et c'est pour ça justement qu'il se permet ces scènes en Marcel. Il en abuse un petit peu de ces scènes en Marcel. Ben justement, oui, parce que comme tu dis, c'était à l'époque des films d'action. Enfin, c'est peut-être pour ça que, comme tu dis, ils voulaient s'orienter plus sur l'installone pour quelqu'un qui avait l'habitude des constitutions physiques, parce que Bien sûr. quand tu redémarres dans ce type d'action, de film, de ce genre de registre que tu n'as jamais fait, tu dois repartir de zéro. Tu dois te préparer physiquement et mentalement, parce que comme tu dis, c'est un travail d'acharné, quoi. Non, c'est un travail D'autant plus, tu d'acharné. as vu toute la majeure partie des scènes d'action. Oui, non, Bruce Willis, Ouais, il était c'est tellement à clair que fond dedans qu'il a travaillé son physique. Et quand il est arrivé, il a été très audacieux. Il a demandé 5 millions de dollars directement pour le film. Alors mais que oui, personne ne le connaissait. ben oui, c'est ça. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que, on va dire, c'est la première fois qu'on donne un cachet important. Et c'était le début de l'ère des acteurs bankable qui font uniquement un film grâce à leur nom. C'est-à-dire que si tu mettais leur nom, c'était gage de réussite, Ah de oui. succès au box-office. Par exemple, moi, je me rappelle, c'était oui, Bruce Willis, Stallone, c'était Schwarzenegger, euh, tous ces mecs-là qui ont contribué, même Jean-Claude Van Damme, tous ces gens qui ont fait que les films d'action, on s'y accrochait, quoi. Oui, et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film d'action, il n'y a pas juste que l'action, il y a l'humour. Et c'est ça aussi, les autres films se sont Oui, inspirés. L'humour est très important, en bah, fait. forcément, les buddy movies, tu sais, comme L'Arme Fatale, c'est obligé cette touche d'humour. Et en plus, c'est vrai, et puis la fameuse réplique, bon, moi, je l'ai dit en V, moi, je me rappelle plus c'est comment en VF. C'est Yippee tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais. devenu un standard, quoi. C'est là que tu te rends compte que ce film, il a vraiment laissé une vraie empreinte, quoi. Oui, tu as aussi la scène où quand il tue l'un des assaillants et il prend ses chaussures parce que lui était pieds nus tout le long du film. Et quand il prend sa Oui, chaussure, oui, il dit, mais c'est le seul tueur qui a des pieds plus petits que celles de ma sœur. mais le pire, tu sais que, à ce qui paraît, tu sais, les scènes de chaussures, en fait, c'est assez marrant parce que, en fait, il fait genre qu'il est pieds nus, mais en fait, il portait des fausses chaussures qui donnaient l'illusion qu'il était pieds nus, mais même, ils en rigolaient parce qu'apparemment, des fois, ça se voyait que c'en était ridicule. Mais il dit, on garde ça parce que c'est tellement absurde. Non, non, c'est Ah ouais, mais c'est incroyable, quoi, ce c'est clair. film. Mais j'aimerais qu'on réponde à un débat parce que sur Internet, souvent les gens disaient, mais ce film, non, ça peut pas être un film de Noël. Il y a trop d'action, Ah bah, c'est trop détrompe-toi. méchant. Justement, détrompe-toi parce que moi, j'avais regardé une page, à un moment sur Instagram, il disait, pouvez-vous citer vos films de Noël? Bah, forcément, il y avait Maman, j'ai raté l'avion. Et il y avait un mec qui a écrit Die Hard sans hésiter. Pour lui, c'était le film incontournable de Noël, quoi. Oui, C'est le Noël destroy, quoi. parce que si on revient là-dessus, quand même, le film se passe quand même le réveillon, le soir de Noël. Ça veut dire que lui, le soir de Noël, il va chercher son ex-femme il veut essayer de se réconcilier. Il se retrouve coincé dans un immeuble avec des méchants cambrioleurs. Le Ben truc oui, c'est à ça. pas faire. Ben,
Mais c'est ça que tu te dis, c'est que lui, c'est ça qui est je pense que c'est ça qui a peut-être plu dans ce film, c'est que tu te dis, ah, il va passer une soirée banale, bon, je vais chercher ma femme, je vais me réconcilier, et qu'il lui arrive ces trucs, une prise d'otage, et le pire, il a pas d'armes, comment il va faire? Assumer, et en plus, l'aide, elle vient que de l'extérieur, tu te dis, mais et lui, je pense que c'est pour ça que c'est assez marrant, parce que tu vois qu'il a tout ça à gérer sur ses épaules, et ça se ressent dans son personnage, quoi, les dépasser, quoi. Bah, c'est pour ça ils l'ont choisi, parce que dans Clair de Lune, je sais pas si tu te rappelles, Bruce Willis joue beaucoup sur l'humour. Et c'est pour ça justement Oui. que cet acteur a été choisi, parce qu'il voulait quelqu'un qui puisse à la fois faire les scènes d'action et pouvoir lancer les punchlines, tu vois. Ben moi, je suis d'accord avec toi parce que je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès du film. Parce que si ça aurait été trop sérieux, on se serait, excuse-moi mon terme, on se serait emmerdé. Alors que là, le fait qu'il touche d'humour, c'est un peu de l'ironie, c'est que bah, t'en rigoles. C'est pour ça que je pense qu'il a eu ce statut de film culte. Et c'est ce qui a permis aussi de bâtir la carrière de Bruce Willis, quoi. Ça a Ça a été permis, vraiment l'élément déclencheur. Ça a permis de bâtir la carrière de Bruce Willis. Ça a permis aussi de lancer d'autres franchises de films. Comme quand tu penses à Fast and Furious. C'est un film d'action, on se bagarre avec de l'humour. Et quand tu repenses bien, Bah bah, tu te dis, oui, bah, ah, c'est Die Hard qui a posé toutes ses bases, en fait. ben, c'est surtout que le doubleur français peut lui dire un grand merci parce qu'il a dit, et j'avais vu un reportage, il a dit que grâce à Bruce Willis, j'ai une retraite assurée. Ça veut dire que tellement sa voix était reconnaissable, Ah on oui, le mais prenait même, tu sais, pour les bandes annonces à sensation. Ça veut dire que sa voix était tellement reconnaissable de tous que il en a fait son gagne-pain. Il a dit que c'est. Et alors qu'au début, il était parti, il dit bon, tu vas doubler un acteur dans un film d'action. Il a dit bon, ok, mais il n'aurait pas cru que ça allait avoir un tel engouement énorme, quoi. oui, bah, pour revenir sur les doublages, je pense que à l'époque, dans les années 90, le doublage à la française, c'était vraiment quelque chose. C'était quelque chose qui était réputé à travers le monde. Tout le monde venait pour ça. Et au fur des années, j'ai l'impression que ça a un peu perdu cette richesse, cette qualité qu'on avait. Oui, je suis d'accord avec toi parce que comme moi, j'ai une amie qui est spécialiste dans le doublage, c'est vrai qu'elle m'a expliqué que la majeure partie des films, d'ailleurs qu'on est amé des années 90, des fois on se rend pas compte, mais c'est grâce aux doubleurs que on vit ces moments, par exemple, le petit garçon qui double Kevin, même l'acteur qui double Jim Carrey, est-ce qu'on aurait eu la même sensation que toi quand il double le Grinch et tout ça, parce que comme on parle de films de Noël et tout ça. Et c'est vrai que l'avantage, c'est vu que c'était des acteurs, bah, tu vois, qui avaient pour le coup une formation théâtrale, des acteurs vraiment qui étaient passionnés par l'art, bah, on le ressentait. Alors que pourtant, eux, ils faisaient que de répéter les répliques. Mais c'est là que tu réalises que quand même, en fait, c'est ces gens-là qui nous ont fait rêver, en fait, inconsciemment. Même s'il y a le film, bien sûr, les acteurs comme Bruce Willis ou autres, mais c'est leur voix qui a fait toute la différence, en fait. Ah oui, non, leur voix ont contribué au succès de ces acteurs et de ces films parce que c'est rentré dans nos mémoires collectives. Dès que tu entends, de loin, tu peux reconnaître la voix de Bruce Willis ou de Jim Carrey. Et ça va aussi loin quand tu penses aux Simpsons. Oui, exactement, oui. Et ben justement, ce qui est drôle, c'est que moi, je trouve que en fait, tous les films des années 90, je les regarde que en français. Parce que maintenant, bon, on regarde la mode, on regarde tous nos trucs en VO, mais ça, c'est ces seuls films. Maman, j'ai raté l'avion, par exemple, je peux que regarder en français. Parce qu'il y a des répliques, il y a des choses qui fait que on n'oublie pas, tu vois. Et c'est quand même incroyable, hein. Bah, là C'est. où moi je suis pas d'accord avec toi, c'est que Maman, j'ai raté l'avion, je suis comme toi. Quand j'ai grandi, c'est un film que je regardais beaucoup en français. Mais depuis que j'ai appris l'anglais, c'est un film que je peux pas, c'est impossible pour moi de revenir en version française parce que quand tu regardes Maman, j'ai raté l'avion en anglais, Joe Pesci, comme il pouvait pas dire des gros mots, il est obligé de bafouer, de parler un peu en yogourt. Ça veut dire qu'il faisait un peu comme Donald Duck. Tu vois, Donald Duck, quand il parle, c'est des fois, Ouais. c'est et ben Joe Pesci, c'était pareil. C'était la solution qu'il avait trouvée pour pas dire de gros mots en fait. Et ça, tu le Ah, vois c'est. que en anglais. En français, ils étaient incapables de faire ressortir ce côté-là en fait. Donc ceux qui nous écoutent, je vous conseille franchement de regarder Maman, j'ai raté l'avion en anglais. Vous allez redécouvrir un film, vous allez redécouvrir un univers. Ça n'a vraiment rien à voir. Vous allez passer à côté de quelque chose parce que Joe Pesci, il est excellent. Ah bah oui, de toute façon, Joe Pesci, c'est ça que j'ai aimé, c'est que il a vraiment joué, quand tu te rends compte de sa carrière, il a vraiment joué dans des films, mais qui font partie du patrimoine historique, sans déconner. Par exemple, tu regardes Les Affranchis, il a joué dans Maman, j'ai raté l'avion, il a joué dans L'Arme fatale. En plus, toi, en Excellent. parlant de Buddy Movie, excellent. Son personnage, il est excellent. Et en plus, tu vois qu'on fond, toi, l'image, que même s'il paraît méchant, mais c'est quelqu'un de très gentil. Même Macaulay Culkin a dit c'est quelqu'un de très gentil, très respectueux.
Et c'est quand même dingue que c'est un visage familier, comme tu as dit, qui a bercé notre enfance. Et puis, n'importe quel cinéphile, Joe Pesci, c'est un visage incontournable, quoi. Bien sûr. Quel autre film de Noël on a dans... On a The Oh, Holiday? ah oui, bah attends, on est obligé de parler de deux films romantiques, c'est Holiday et Bridget Jones. Parce que Ah Holiday, oui. t'as bien vu les vidéos que j'ai partagées, le fameux trend de j'aimerais avoir un Noël avec Jude Law, ou comme Cameron Diaz, être sous ma couette avec mon bonnet, je fais rien. Et en plus, ce qui est dingue dans ce film, c'est que j'ai remarqué les films de Noël, ce qui est encore de plus magique, c'est la musique. La Tu musique, vois, ouais. les BO. Sachant que celle-ci a été composée par Hans Zimmer, qui n'est autre que le compositeur qui a fait la musique de Gladiator. Et Mhm. c'est un compositeur qui a été récompensé aux Oscars. Et je pense que ça aurait pas eu le même impact s'il n'y aurait pas eu cette musique aussi. Et tu sais, le Bah, côté que, par exemple, en Angleterre, tu sais, qu'elles échangent leur vie, elle va vivre en Angleterre, elle quitte son confort californien pour une vie plus simple, et l'autre l'inverse, bah, sa vie simple pour quelque chose d'un peu plus grand. Et c'est vrai que c'est une histoire romantique, c'est que moi, je pensais pas du tout que ça allait me plaire, mais au final, ben, je suis tombée sous le charme. Ça a été bah, vraiment, c'est le film à voir, quoi. pour rappeler un peu à nos auditeurs, l'histoire de The Holiday, c'est une Américaine, Amanda, qui est jouée par Cameron Diaz, et une Anglaise, Iris, jouée par Kent Whistler. Elles sont toutes les deux, en fait, déçues des hommes, et elles décident d'échanger leur maison, d'échanger totalement leur vie. Donc, ça veut dire qu'il y a l'autre qui va débarquer en Angleterre, l'autre qui va débarquer à LA, un monde que ni l'une ni l'autre connaissait, en fait. Et c'est ça qui fait la magie de ce film de Noël, en fait. Ah bah oui, et c'est surtout que, tu sais, comme on parlait justement d'impact culturel, c'est que grâce à ce film, parce qu'ils ont tourné, tu sais que certaines scènes qu'ils ont tournées Mhm. dans le fameux petit village avec le petit cottage, eh ben, ça a tellement eu un succès fou qu'ils ont monétisé sur ça, Oh, wow. même de touristes. Et en plus, ce que j'ai appris, c'est que la fameuse maison où naît la fameuse histoire d'amour entre Cameron Diaz et Jude Law, elle a été faite en 2 semaines. C'est-à-dire que Ah ouais. c'est pas une vraie maison. Ah, tu viens de me briser le cœur. Elle Ah n'existe ouais, pas, je cette sais. maison. C'est incroyable. Et le pire, c'est que la réalisatrice Nancy Meyer a dit que quand elle a écrit ce film, elle l'a fait en pensant à tous les acteurs qu'elle a castés. Mhm. Ça veut dire pour le personnage de Cameron Diaz, c'était Cameron Diaz, Kate Winslet. Et ce qui est assez marrant, c'est la contradiction entre les deux Bien sûr, oui, ces oui. protagonistes dont elles vont tomber amoureuses. C'est que t'as Jude Law, bon, l'idéal, tu sais, c'est un peu comme le prince William, c'est le gendre idéal, un peu comme Hugh Grant qu'on rêverait d'épouser. Et en Ouais, contradiction, t'as Jack Black, c'est le mec, tu penses pas du tout c'est vivre clair. une histoire d'amour. Même lui, il a confessé, il a dit, quand moi, elle m'a casté dans de ses meilleurs, comme elle a dit, ouais, c'est pour une histoire d'amour. Et elle me dit, mais on m'a jamais proposé ça. Tu sais, il dit, moi, toujours proposé le mec petit marrant, le petit drôle. Ouais, 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 ouais. Et je, ouais, ouais. Nancy Meyers, en fait, elle avait casté parce qu'elle avait vu dans Rock Academy, tu sais, l'école de rock, Oui, je me le rappelle film, de ce ouais. film, ouais. Donc, c'est comme ça qu'elle a pensé à lui, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que aussi, Jack Black, c'est un vrai musicien, en fait. Il sait jouer des instruments, tu te rappelles les scènes de piano, etc. Ah oui, oui, effectivement, c'est vrai, ouais. C'est un de ces talents cachés que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Jack Black, c'est un musicien en part. Mais moi, je l'ai découvert, j'étais étonnée, hein. Et moi, ce que je voudrais dire sur Nancy Meyers, c'est que elle, quand même, elle est habituée aux comédies romantiques parce que c'est à elle qu'on doit le film Ce que veulent les femmes, quand même, Ah bah oui, le fameux film culte avec avec Mel Mel Gibson. Gibson. En plus, le scénario inattendu, c'est le fantasme que chaque homme rêverait de savoir ce que pense une femme, quoi. C'était incroyable, ce film. Quand on entendait ce qu'elle pensait, mais tu rigolais, quoi. Mais justement, ça veut dire C'était, qu'avec une réalisatrice pareille, tu peux t'attendre qu'à avoir un super film. ah bah oui, mais c'est surtout que Nancy Meyer a cette manière de nous toucher émotionnellement, surtout Mhm. des histoires improbable, c'est qu'au moment où est-ce que, comme tu as dit, elle n'y croit plus, eh ben, Ouais. il y a quelque chose qui fait que on finit par y croire. Par exemple, comme le personnage de Jude Law, d'habitude, on s'attendait au mec célibataire. Là, on voit un père de famille célibataire, tu vois, qui Mhm. se retrouve avec 2 enfants. C'est le truc, toi, on pense pas que, bon, il va refaire sa vie parce qu'il a 2 filles, il croit plus en l'amour. Mais non, au contraire, c'est une once d'espoir, quoi, ce film. C'est, Mais en tout même cas, la tout le monde manière, l'adore. mais même la manière que c'est amené. Tu te rappelles de la scène où Cameron Diaz décide d'aller chez Jude Law, elle tape à la porte et t'entends du bruit, tu te dis, ah, il est sûrement avec une autre femme. Ça veut dire que même nous, en tant que spectateurs, elle nous surprend. Je voudrais pas spoiler, Oui, et on est surpris à ce moment-là quand il ouvre la porte. bah oui, mais c'est surtout, tu sais, que comme tu dis, c'est le truc aussi. Ce qui est assez marrant, c'est que
tu sais, de voir que, en fait, ben, Jude Law, il joue un mec simple parce que généralement, il joue le beau gosse, mais qui se retrouve, bah, en fait, c'est le mec simple, mais que tu as quand même un coup de foot pour lui parce qu'on va pas se mentir. Hey, Jude, quand même. Comment on dit expression, quoi. Parce Non, que mais... c'est vrai que c'est un peu comme le film qu'on va parler après, le journal de Bridget Jones, parce que lui et Hugh Grant, ils ont ce point en commun, c'est que ils ont toujours fait des comédies romantiques, ils ont toujours été les gendres idéal, enfin le genre idéal, mais ils se sont Mhm. toujours arrangés pour bifurquer. Ouais. Et c'est ça qui est marrant quand on parlera de Bridget Jones. Je te montrerai justement comment Hugh Grant, une histoire qui avait fait scandale, il l'a tournée à son avantage pour jouer Bridget Jones dans Bridget Jones. Tu vois. Bon, on va en parler, mais moi j'aimerais revenir sur Jack Black. Toi, tu disais qu'elle Oui. avait pensé à lui, mais au début, quand on lui a proposé le rôle, il avait refusé. Quand on lui a Pourquoi proposé elle le a rôle, refusé? parce qu'il se sentait pas jouer justement, comme tu disais, dans les comédies romantiques, il se voyait pas dedans. Et quand on lui a dit que Kate Winslet jouait dedans, et là, il a dit, ah oui, non, là, je viens. Et tu imagines qu'il a failli passer à côté de quelque Ah, chose quand c'est même? qu'un. Ben, en fait, c'est ça, parce que moi, je pense que, tu sais quoi, moi, j'ai la conviction qu'en fait, les scénarios qui nous font plus peur, qu'on n'ose pas faire, c'est Mhm, des choses qui vont peut-être nous révéler, en fait. Et comme tu dis, c'est ça, souvent, comme tu dis, il faut sortir un peu de sa zone de confort parce que mhm. c'est trop facile, on accepte, parce que souvent, les rôles qui ont révélé des acteurs qui ont même gagné des prix, quand tu entends, eh, c'était pas gagné. C'est que veut dire que les gens, ils ont refusé, ils ont dit non, je refuse de faire ça. Les gens, ils ont insisté, et après, ils ont dit, allez, je le fais. Et au Je le final, fais. ils se sont dit, bah, en fait, heureusement, quoi, j'ai accepté, je serais passé à côté d'une immense opportunité, d'autant plus que ce film, bah, maintenant, il est cultissime, il est légendaire, quoi. Je pense que des fois, il faut écouter son cœur, en fait, parce que sinon, je vois personne d'autre à part Jack Black jouer dans ce film, en fait. Ah bah, moi aussi, tu sais quoi, j'ai pensé à la même chose parce que, et en plus, je trouve son personnage tellement touchant, sa complicité avec Kate Winslet, ça se voit qu'il y a vraiment, tu sais, il y a une vraie alchimie. Tu sais, les gens auraient pu penser, ouais, il n'y a pas d'alchimie. Bon, qu'est-ce qu'il fout là, Jack Black, toi, tu sais, parce que quand tu le vois dans ses rôles délurés, mais quand je l'ai vu, pour moi, c'était tellement évident et en plus, je vais pas te mentir, je trouve que c'est l'alchimie entre elle et Jack Black, c'était celle qui m'a le plus touchée, quoi, parce qu'elle, c'était tellement inattendu, quoi. Et Bah, c'était tu, tellement naturel. tu sais quoi, je vais t'apprendre quelque chose par rapport à l'alchimie, justement. La scène où ils sont dans le vidéoclub, tu sais, il y a une scène, ils sont en train de Ouais. chercher un film pour regarder. Cette scène, elle a été totalement improvisée. Ah ouais? Ouais, Ah, tu ouais. m'apprends un truc, hein. Et tu peux le voir, tu le vois dans le regard de Kate Winslet, comment elle rigole, etc. C'est que c'est des choses que lui, il est venu avec sur le moment, en fait. Il a commencé à Ah bah oui. chanter, il a commencé à faire ceci, et tout ça, c'est de l'improvisation. Et Nancy Meyers, justement, elle est douée pour ça. Dans la plupart de ses films, il y a beaucoup de scènes qui sont improvisées. Bah, tu vois, comme tu dis, c'est là que tu te rends compte qu'un acteur, c'est vraiment un travail parce que c'est pas juste venir écouter des directives, c'est aussi faire des propositions qui peuvent faire que ça peut apporter la, une magie en plus dans le film. Et c'est souvent des scènes d'ironie. La plupart des majeures parties de ce que j'entends, les scènes improvisées, c'est souvent des scènes qui sont cultes, qui ont fait que ce film, c'est ce film, quoi. C'est totalement, C'est généralement ce qui font les scènes cultes, et c'est généralement les scènes qu'on garde au montage. Parce que c'est tellement exactement. naturel, c'est tellement... on est obligé. Et tu peux pas aussi parler de Holiday sans passer par les caméos. Alors un caméo, je rappelle à nos auditeurs, c'est quand une célébrité apparaît dans un film, mais des fois pour son propre rôle. Et justement, c'est ce qui a fait le succès de ce film. Tu peux nous en parler des caméos qu'il y a dans ce film? Alors, par contre, là, j'ai la mémoire qui est forte. Est-ce que tu peux me rappeler? Et Parce que bien sûr, là, je vais t'aider. Dans ce film, tu as Dustin Hoffman qui apparaît quand tu vas dans ah la scène de vidéoclub. oui! Tu as Dustin Oui, Hoffman, oui, tu as James Franco qui est là, tu as ah Lindsay oui, ah Lohan. oui. Ah oui, la fameuse comédie romantique ah oui, c'est vrai, Lindsay Lohan, ouais. Ouais, ouais, c'est Tu vois? vrai. Donc tout ça, ça Mais fait aussi la c'est magie de assez ce film. marrant, tu vois, comme. Bah oui, parce que c'est des acteurs, tu t'y attends pas, quoi. Et tu te dis, en plus, je pense que c'est aussi un petit clin d'œil de toutes ces comédies romantiques qu'on idéalise et Justement, tout comme tu ça. dis, c'est des acteurs, tu t'y attends pas. L'anecdote, c'est que Dustin Hoffman, ce jour-là, en fait, quand il tournait la scène dans le vidéoclub, il déjeunait à côté. Il a vu un plateau de tournage, il s'est rapproché, il dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Et il a vu que c'était un film qui était dirigé par Nancy Meyers. Et comme les deux sont amis, elle lui a proposé de venir. Elle a dit bah Ah bah viens ouais. dans telle scène. Et c'est comme ça que le gars se retrouve dans la scène du vidéoclub, mais gracieusement, il n'a pas été payé pour ça en fait, hein.
Mais c'est quand même, tu vois, c'est pour ça qu'on sait pas pour rien qu'on dit la magie du cinéma, c'est que Mhm. comment un petit truc anodin peut se transformer en quelque chose d'inattendu et de magique. Et surtout, bah, ça fait repenser à la magie de Noël, quoi. Bah oui, non, mais C'est tous ce ces truc. clins d'œil, ils sont juste extraordinaires quand tu les vois. Quand t'as Jack Black qui commence à chanter, tu vois Dustin Hoffman qui se retourne parce qu'on chantait une de ses références, il dit waouh, il est là. Et tu dis, oh, il est là, ce gars. C'est fou. Ouais, ouais. Non, Non, ouais, ouais, non. c'est fou. Et ça a été, ça aussi, ça a été un immense succès critique et public parce que il a engrangé tellement d'argent que comme je t'ai dit, en plus, Cameron Diaz, c'était, tu sais, la petite blonde, tu sais, avec son Mhm. sourire, c'est que, en plus, j'adore son personnage parce qu'elle a toujours ce côté, tu sais, comme quand elle est dans l'épicerie fine, elle fait ses courses, tu sais, elle est même pas classe parce que, tu sais, c'est un peu aussi un petit pic parce que les Britanniques sont toujours classe, Bien sûr, oui. polis. La Elle, classe elle à arrive dans l'européenne. l'épicerie Oui. fine, je mets tout dans mon caddie, je prends ma bouteille de vin. Tu sais, elle y croit plus. C'est ça que j'ai trouvé vraiment marrant, quoi. Il y avait qu'elle pour jouer ce rôle-là, Ah quoi. oui, même quand la caissière lui dit, oh, vous allez avoir une grande fête ce soir. Oui, oui, oui. Elle a prévu de se faire la fête toute seule dans son lit, en fait. Bah oui, mais c'est ça qui est marrant. C'est que je pense aussi que il montre aussi ce côté qu'il n'y a pas de honte des fois de prendre Mhm. du temps pour soi parce que, comme tu dis, c'est l'antithèse de souvent des personnes à Noël, c'est de se retrouver toute seule, quoi. Bien sûr, oui, 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 bien Et sûr, puis oui, j'ai aimé c'est. aussi l'histoire, tu sais, du voisin compositeur parce que tu vois le clin d'œil à la musique. Parce que tu Bien as vu, sûr. et en plus c'est marrant que lui c'est un ancien compositeur de films, et d'ailleurs Oscarisé. la musique de ce film, ouais, oscarisé. Et je pense que c'est un clin d'œil à toutes ces personnes parce que comme Chris Columbus, quand tu penses, il a fait appel à John Williams pour la musique de Maman j'ai raté l'avion, même Harry Potter. Tout le Mhm. monde se rappelle de ces musiques enfantines, tu sais, qui nous fait rêver, qui nous fait à la fois peur. Et c'est là que tu te rends compte que ces personnes ont vraiment contribué aussi à la réussite de ces films parce que sans leur musique, sans leur composition, ça se trouve, comme tu dis, on serait peut-être passé à côté d'un truc, quoi. Bah oui, la musique, comme tu dis, bah, c'est pareil aussi, c'est la même chose qui arrive dans Bridget Jones. La musique est Ah bah liée à oui, il faut qu'on l'intrigue. parle de ce film. Eh ben tu vas rigoler, tu sais qu'elle est aussi réputée pour sa bande originale qui est culte, qui a un statut de culte, quoi. Mhm. Parce que ce film, il faut qu'on en parle parce que, tu Vas-y, je sais pourquoi je t'écoute. l'adore? Parce que c'est l'antithèse déjà de l'histoire d'amour. Parce que généralement, le cliché de la femme qui est mariée, elle, à 30 ans, elle n'est pas mariée. C'est Elle ça. fume, elle boit, elle a un bon point. Et elle redoute de revoir sa famille, alors le mariage, le bébé. Et c'est souvent, moi j'ai parlé avec beaucoup de copines, souvent c'est la chose qu'elles n'aiment pas, surtout celles qui n'ont pas encore fondé de famille. Elles appréhendent ça parce que, tu sais, l'image de se dire, oh merde, on va me voir comme une vieille fille. Et j'ai trouvé ça tellement inattendu. Franchement, ce film, et Bridget Jones, c'est mon film coup de cœur, quoi. Moi, franchement, je crois que c'est le film le plus romantique que j'aime le plus, quoi. Et parce que Euh, l'ironie, on croit qu'il est pas romantique. Non, non, il est vraiment drôle, même quand tu parles qu'elle est vraiment anti-tout. Moi, je me rappelle toujours de la scène culte quand elle se retrouve avec, rappelle-moi le nom de l'acteur britannique. Lequel, Hugh Grant ou Colin Ouais, Firth? non, quand on se retrouve avec Hugh Grant et qui commence à le déshabiller, qui voit qu'elle porte des sous-vêtements, des lingeries. Mais oui, oh, cette scène-là. Eh ben, tu vois, c'est pour ça que j'adore ce film parce que c'est la pire chose qu'une femme elle attend, c'est qu'au moment d'intimité, quoi, elle a la pire lingerie et c'est quelque chose qui aurait pu être un tue-l'amour. Eh ben lui, il aime bien, il trouve ça en dérision, quoi. Et c'est ce que j'adore, c'est la performance de Renée Zellweger parce que c'était tellement, comme tu dis, on parle de challenge parce que se dire que une Américaine qui visait texane jouait le rôle d'une Britannique, Bien mais sûr, ça, ouais. quand même. Et en plus, elle était réputée pour être svelte. On va lui demander de prendre du poids. Elle a dit que ça a été vraiment un énorme challenge parce que, comme tu as dit, elle a dû repartir de zéro. Elle a dû repartir de zéro et aussi, je me rappelle à l'époque, elle avait pris des cours pour avoir l'accent britannique en fait. Elle avait travaillé super dur pour ça. Ben oui, parce que comme tu te rappelles quand je t'ai dit que quand j'étais partie en Angleterre, c'est Mhm. que les acteurs britanniques, ils ont vraiment une éthique du travail. Et elle s'est dit, je peux pas arriver avec un vieil accent à tirer au couteau. Sinon, ils vont dire, bah non, parce que et c'est ça qui est assez drôle parce que tu te dis, bon, forcément, ils vont caster une Britannique. Tu te dis pas qu'ils vont caster une actrice américaine. Et c'est ça qui m'a agréablement surpris quand j'ai appris, ben, ils ont casté Renée Zellweger. Je me suis dit, mais attends, elle n'est pas texane, je comprends pas. Et c'est vrai L'anecdote que ce pour ça, film.
En fait, c'est que Renée Zellweger, elle avait travaillé dans un journal britannique pour perfectionner son accent, en fait. Elle s'était fait engager comme, genre, juste une assistante. Ah Elle a ouais, fait c'est ça dingue quelques ça. mois pour vraiment travailler son accent, comprendre la musicalité, parce que la musicalité entre l'accent british et l'accent américain n'est pas vraiment la même. Donc, comme Ah ça bah qu'elle elle a absolument pas. perfectionné. Bah ouais, en plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai adoré dans ce film, c'est que Hugh Grant, il a cassé son image parce que tu vois, comme je t'avais rappelé, parce qu'à l'époque, il avait joué dans Quatre mariages, un enterrement, c'était un peu le genre idéal comme Jude Law. Et il y a eu cette fameuse histoire dans les fameux tabloïds, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais où on l'a surpris avec une fille de joie, ça a un peu cassé son image. Et j'ai l'impression qu'il a joué de ça dans Bridget Jones parce qu'on s'attend, ah bon, c'est le mec gentil, elle va tomber amoureuse d'elle. Et en fait, ça s'avère une vraie ordure. Mais il le joue tellement bien que j'ai adoré, quoi. Parce qu'on s'est dit, non, Hugh Grant, le mec qui était tout gentil, qui joue l'ordure, quoi. Et j'ai aussi touché la grande révélation de ce film, ça a été sur le doute Colin Firth. Mais Ok. ça a été une révélation parce que son personnage, en fait, je ne le connaissais pas encore. Et c'est grâce à ce film que j'ai découvert son travail. C'est de le voir un mec comme ça, tu sais, qui semble froid, distant. Et en plus, tu connais la fameuse scène culte quand elle revoit le jour de l'an avec son fameux, la pire, la pire faute de goût, le fameux pull avec le cerf là, c'était horrible. C'est le pire tue l'amour, quoi. Et mais j'aime beaucoup son personnage parce que c'est quelqu'un de froid et distant. Et Mhm. tu vois le contraste avec Hugh Grant, alors que lui, c'est pas du tout le genre idéal. Et pourtant, son personnage a vraiment surpris tout le monde, quoi. Ouais, oui. Est-ce que toi, tu aurais des secrets de tournage à nous partager sur ça? Alors, oui, alors lequel secret de tournage, par Anecdote, quelque exemple, chose? Oui. oui, bah, en fait, Renée Zellweger, je crois il y avait une scène, attends, je crois que c'était la scène de, bah, justement, tu sais, avec le truc Playboy, tu vois, Ouais, qu'elle ouais. arrive en tenue Playboy. En fait, elle appréhendait beaucoup cette scène parce qu'au début, il voulait l'habiller d'une certaine façon et Ok. elle s'est dit non, il faut vraiment que j'ai un truc ridicule. Et en fait, elle a décidé de mettre ça parce qu'elle s'est dit, parce qu'en fait, tu sais, le Canada, c'était pourquoi aussi, c'était aussi un pied de nez parce que comme son personnage, Ouais, techniquement, là, dans Bon Point, il y a que les femmes, tu sais, à l'époque de Playboy, les femmes bien foutues. bien Donc, elle a sûr. dit, elle arrive avec ça. J'ai pas le gabarit pour. Et en plus, le pire, c'est qu'elle est la seule habillée comme ça avait créé tellement un malaise, mais que tu en rigoles. Et puis, c'est surtout, la meilleure anecdote, c'est que ça a été un peu le comeback de Jerry Halliwell parce que comme je t'ai dit, la BO elle est culte. Pourquoi? Parce que tout le monde a été surpris parce que Jerry Halliwell qui a fait partie des Spice Girls Mhm. qui se retrouve à chanter la BO, on se dit mais non, mais qu'est-ce qu'elle va nous Bien préparer? Tu sais, tout sûr, le monde ouais, ouais. attendait pareil au tournant. On s'est dit ça se trouve ça va flopper. Et en fait la musique elle a cartonné de fou. Et le pire c'est que dans son clip, la référence qu'elle fait, tu vois, à Flashdance, à des films comme ça, et que le film, enfin la musique est restée numéro un des ventes, c'est ça a aussi contribué, tu vois. C'est pour ça que, comme tu dis, dans les films comme ça, il y a ce mariage entre le film et les acteurs, mais aussi la musique qui joue un sacré doublet, quoi. Et j'ai Bah, l'impression que certains films de Noël rentabilisent beaucoup sur ça. ouais, et le film, je pense que ça a aussi lancé un peu la carrière de Renée Zellweger parce qu'elle a pu faire des suites avec ça. C'était devenu une actrice, mais comme tu dis, bankable après. C'est-à-dire qu'après ce film-là, on la voulait partout. Bah oui, mais c'est surtout qu'elle a aussi dénoncé le sexisme qu'elle a subi juste après, parce que elle a dit, moi je pensais qu'on allait me poser des questions du genre, comment vous avez pratiqué votre accent, tout ça. Elle a dit, la question la plus récurrente qu'on m'a lancée, c'est comment vous avez fait pour reperdre votre poids? Parce que elle avait pris beaucoup de poids et qu'après qu'elle est redevenue svelte et fine, après pour aller tourner Chicago, et elle a dit, j'ai trouvé ça tellement sexiste parce que ça voulait dire quoi? Ça veut dire que les gens s'intéressent que du fait que le fait que je sois grosse, mince, ça peut poser problème. Et justement, elle a soulevé cette question de, tu vois, comment on considère les femmes dans cette industrie, quoi. Surtout dans l'autre industrie. C'est là où on est un peu le plus dur avec les femmes, j'ai l'impression. Oui, exactement. Et c'est ça aussi qu'elle a mis beaucoup en lumière. Et c'est surtout qu'elle a mis en lumière le fait que, ben, comme tu dis, c'est que comment, moi, c'est ça qu'on peut se dire, comment une actrice américaine se retrouve à jouer une Britannique, alors que tu te connais les Britanniques et c'est vraiment, c'est vraiment leur truc, quoi, parce que, et pourtant, elle a réussi à casser cette image, tu vois, de préjugés qu'on aurait pu dire, parce que des fois, tu sais, il y a une légende qui veut que un acteur britannique, il peut jouer l'américain, mais Mhm. l'américain ne peut pas jouer le britannique. Oui.
Tu vois, au niveau de Faut l'accent, travailler. Oui, au niveau hein. de l'action, ça se travaille beaucoup, ouais. Ouais, Bah, ouais, ouais. Parce que, c'est la même chose qui arrive, je sais pas si tu as déjà regardé un film avec Idriss Alba. Idriss Alba, il fait très très bien l'accent américain. Quand tu regardes un ah film en VO oui, avec Idriss Alba, tu pourrais jamais imaginer que ce mec est british pour une seule seconde, en fait. bah, tu sais, c'est un clin d'œil aussi à Idriss Elba parce que justement, j'ai pensé à ça quand tu t'as parlé d'accent. Tu sais que quand il a décidé dans The Wire, Mhm, il a fait l'accent américain, il s'est fait passer pour un Américain parce que le producteur, il a dit, je refuse de prendre des acteurs britanniques, je veux que des Américains. Et l'ironie, c'est que les deux têtes d'affiche, il y a lui et celui qui joue McNulty, ah j'ai oublié son vrai nom, il joue aussi dans The Crown. Eh ben, c'est deux acteurs britanniques, en fait, et qu'ils ont été cassés dans l'une des séries américaines les plus cultes. C'est incroyable. C'est là que tu vois, comme tu dis, les challenges, c'est que il faut pas s'arrêter et tu vois qu'à force de travail, tu peux mhm. aboutir à un bon résultat, en fait. Bah oui, ce qui voudrait dire, peut-être pour notre métier d'acteur, pour les auditeurs qui nous écoutent, les jeunes qui veulent se lancer dedans, c'est quelque chose qu'il faut être prêt. J'ai l'impression de dire qu'il faut être prêt physiquement, il faut être prêt à s'investir, c'est-à-dire des fois il faut être prêt à faire tel accent pour être pris dans tel rôle. Donc c'est vraiment un métier où on n'est pas des fainéants en fait, on travaille dur. Bah oui, par exemple, en parlant de Noël, c'est une petite parenthèse, mais tu vois, par exemple, quand tu parles de mental, quand je te parlais qu'il fallait vraiment avoir un mental fort dans cette industrie, bah tu vois, pour The Grinch, c'était un film marrant et tout ça, Mhm, j'ai découvert une anecdote, c'est là que j'ai compris que le pouvoir du mental, c'est que Jim Carrey, il passait tellement des heures, tu sais, pour se maquiller comme le Grinch chaque jour que ça était insupportable, qu'ils ont fait appel à un agent de la CIA qui lui a appris des techniques pour supporter des tortures mentalement, parce que oh tu mon sais que les Dieu. agents du CIA ont une formation, que qu'on te Mhm, torture pour que mentalement tu tiennes le coup. Et en fait, il a tellement coaché qu'il a réussi à supporter ça. Alors que tu vas me dire, bon, t'es assis, tu te fais maquiller, il n'y a rien de pire, mais t'imagines les heures à attendre. Et c'est là que tu te rends compte, lui-même, pour lui, il a dit des fois c'était insupportable, quoi. Et en plus, le pire, l'ironie, c'est que Ron Howard, qui est le réalisateur de The Grinch, mhm. il a débarqué sur le plateau déguisé comme le Grinch. Il a Grimé, pété oui. un câble parce qu'il s'est dit, je sais pas, c'est des heures à maquiller, vous ramenez un mec qui se déguise comme le Grinch, une doublure. Après, Ron Howard, il a dit, non, c'est moi, c'est par solidarité pour toi, gars, que je l'ai fait. Et Jim Carrey, on a rigolé. Mais c'est là que, comme tu dis, c'est que c'est pas juste être face à une caméra. Quand tu vois que tous ces films ont en commun, c'est que le dépassement de soi, parce que, comme tu dis, Bruce Willis aurait très bien pu se dire, ah, mais je suis personne, on va pas me prendre. Ou comme René Zellweger, mais pourquoi je vais dessiner pour Bridget Jones? Je suis pas britannique. Pareil, comme tu as dit, pour, comment dire, quel acteur, il y avait quel acteur? Comme, oui, comme Macaulay Culkin aussi. Mhm. Se dire, est-ce que je serai à la hauteur? Parce que avoir un rôle principal, alors que c'est ton premier grand rôle au cinéma, il y a aussi cette pression de pas vouloir décevoir. Il y a cette pression et il y a aussi une chose qu'on sait peut-être sur notre industrie, c'est que il y a beaucoup d'attentes. C'est-à-dire il y a de l'attente entre les prises. Et il faut être patient pour ce genre de choses. Ça veut dire que des fois, que tu vas faire une prise, et bah, tu vas peut-être attendre 1 heure, voire 2 heures avant de faire la prochaine prise parce qu'il faut préparer le plateau, faut installer les décors, faut faire ceci, cela. Les choses ne s'enchaînent pas aussi vite qu'on a l'impression. Ben oui, parce que, et c'est, tu vois, c'est un peu l'ironie, un peu avec notre réussite. C'est beaucoup de patience parce que les gens pensent, j'arrive, je fais un film, j'ai le succès. Des fois, ça peut arriver, mais tu peux disparaître. Tout comme ça met du temps, mais ça aboutit à un résultat. Par exemple, c'est comme Macaulay Culkin, l'ironie du sort, même si ça a été un enfant star. Mhm. Mais en coulisses, c'était moins l'amour aux roses, tu vois. Son père qui le maltraitait, qui lui a même spolié de l'argent. À un moment, il est même tombé dans les drogues dures, tu vois, parce Bien sûr, ouais, qu'émotionnellement ouais. parlant, quand tu vis des choses traumatisantes, ben, il s'est réfugié dans ça. Et en plus, ce que j'ai trouvé ça touchant, que c'est bien que tu en parles, c'est que moi, je te jure que quand je l'ai vu recevoir son étoile au Walk of Fame, Mhm. ça m'a tellement touchée parce que je voyais ce petit garçon a repris sa vie en main, qui est aujourd'hui père de famille de deux petits garçons, et que sa mère, ben, de fiction qui était présente pour son étoile, en fait, des fois, ça redonne de l'espoir parce que souvent, il a atteint le succès, il s'est retrouvé sans rien, il s'est retrouvé repartir de zéro et maintenant, il est épanoui. C'est qu'il faut accepter qu'aussi qu'il y aura son lot de réussite. Comme tu as Mhm. dit, Bah, c'est comme Bruce Willis. c'est souvent le destin des enfants stars. Je sais pas si tu te rappelles des sœurs Olsen qui jouaient dans la Ah petite oui. la série qui s'appelle La fête à la maison. Bah, elles, c'est Mhm. pareil, elles ont été exploitées par les parents, elles ont eu touché à la drogue, à l'alcool, elles se sont même détériorées physiquement. Oui, même dans l'anorexie. En fait, c'est là que tu comprends aussi.
Et en plus, j'ai trouvé ça assez drôle, c'est que Nathalie Portman, qui a aussi été une enfant star quand elle avait 12 ans, aujourd'hui, en tant qu'adulte, elle avait dit, si je devais donner un conseil, euh, faut pas que vos enfants soient stars, parce qu'elle dit, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents hyper protecteurs et d'être bien orientés. Et elle a pas tort parce qu'elle dit, j'ai évité des choses horribles que même les enfants stars lui ont racontées. C'est que souvent, comme tu dis, quand on est, il y a ces petits, toi, comme on dit, la naïveté d'un enfant, tu sais, on s'en rend pas compte que souvent, il y a des fois des parents, tu vois, il y a des gens qui ont un désir de faire cette industrie, mais des fois, il y en a qui les poussent pour des mauvaises raisons et après, ça se ressent, que ce soit dans leur jeu, que ce soit dans leur choix de carrière aussi. Comme Mhm. Drew Barrymore, tu vois, on Ah peut bah pas oui, parler d'enfant star sans parler d'elle parce que ça, c'est vraiment, ça, c'est l'histoire qui m'a vraiment marquée. Et des fois, je me dis, bon, même si moi aussi, je voulais rêver quand j'étais petite, je voyais ces enfants stars. Moi aussi, j'avais envie, mais je me dis d'un côté que c'est bien que mes parents m'aient préservé de ça, m'ont dit de patienter, bien sûr. parce que ça se trouve, j'aurais pu peut-être mal tourner, je me serais peut-être retrouvée dans des circonstances que je n'aurais pas souhaité. Et c'est là que tu te rends compte que c'est important d'être bien entouré, comme ça revient à dire encore l'entourage. Parce que je pense que c'est peut-être pour ça que Macaulay Culkin, il voyait en Michael Jackson comme un père de substitution, parce que Mhm. il a dit, il a été tellement d'une gentillesse, même quand il a eu ces histoires de scandales et procès, il a toujours défendu. Bien sûr, Il ouais, a dit, ouais. excusez-moi, mais moi je suis désolé, parce que pourtant il était petit, il a dit, Mhm. excusez-moi, il aurait pu abuser de moi à maintes reprises, mais il n'a absolument rien fait. Et en plus, je suis le parrain de sa fille. Et c'est là que tu te rends compte que des fois, même si c'est des enfants qui semblent heureux, mais ils ont besoin d'être aimés comme Daniel Radcliffe qui expliquait qu'il avait une addiction à l'alcool. Tu vois, même ça, Mhm. je m'y attendais absolument pas, quoi. Non, c'est les débords de notre métier. Comme tu disais, Drew Barrymore, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'elle, elle a démarré en fait dans E.T. Sa carrière, c'est là qu'elle a tout a commencé. C'est la petite fille dans E.T. Et depuis, bah, c'est devenue la star qu'on connaît maintenant, en fait. Ouais, c'est un peu la Macaulay Culkin au féminin, quoi. Mais bien Voilà. avant Macaulay Culkin. Mais toi, les débords de savoir elle a commencé à boire à 8 ans, Mhm. qu'elle a commencé à fumer, prendre de la drogue à 12 ans, tu t'es dit, et pourtant, et elle-même, elle a dit des années plus tard, j'ai vraiment cru que j'allais même pas atteindre l'âge de 20 ans. Tellement elle a dit que j'étais partie en vrille, quoi. Bah non, c'est clair, mais là, il faudrait qu'on fasse un autre hors-série pour parler un peu Ouais. des dérivés des enfants stars, pour parler de ce qui leur est arrivé, tout simplement. Et si on résumait un peu l'émission d'aujourd'hui, le spécial hors-série qu'on a fait, c'était pour un petit peu suggérer, donner des anecdotes sur des films de Noël. Est-ce qu'on peut rappeler les films de Noël que les gens peuvent voir alors en ce moment, les fêtes de fin d'année? On a parlé de quoi? Euh, Au cinéma ou En même général, écoute, au culte, culte, culte. On a parlé de Maman, j'ai alors raté l'avion. bah, il y a le Grinch aussi qui était pas Oui, mal. Ah bah forcément un prince à New York, ça fait bien aussi sûr. rêver. Il y a encore quoi comme film de Noël? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais mon préféré, c'est Édouard aux mains d'argent, quoi. Bien sûr. C'est une belle, c'est un beau conte de Noël. Parce que ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est pareil, Johnny Depp a eu le même coup que Bruce Willis, c'est que les producteurs, à la base, ils voulaient engager Tom Cruise. Mhm. Mais Tim Burton, il voulait quelqu'un d'autre. Et en fait, Johnny Depp, et bah, toi encore, la même histoire que Bruce Willis, comme il sortait de la série 21 Jump Street, il Ouais. voulait casser ce côté un peu bad boy, rebelle. Et il a dit que quand il a lu le scénario, il a dit, Tim Burton, il a dit, je l'ai vu pleurer comme un bébé. Parce qu'il a dit, émotionnellement parlant, ça l'a tellement touché. Et je te jure que même moi, au début, ce film m'a profondément marqué pour deux choses. Parce que la première, quand j'ai vu l'affiche, j'ai eu peur. J'ai dit jamais je regardais ce film parce que je voyais Johnny Depp, tu sais, avec, tu sais, tout noir, avec ses longs ciseaux. Je C'est voyais marrant tout ça, Winona oui. Ryder l'enlacer. J'avais un peu peur. Je me suis dit, est-ce qu'elle est en danger et tout ça. Et en fait, quand je l'ai regardé, j'ai tellement été touchée par cette histoire. En fait, ça montre un peu le côté de, c'est un peu l'ironie. Moi, je pense que c'est un clin d'œil aussi à l'industrie parce que quand il arrive, il est tout nouveau, tout le monde avec les bras ouverts. Bon, c'est un petit nouveau, même s'il a ses petits ciseaux. Et après, ces gens qui l'ont accueilli finissent par se retourner contre lui, alors qu'il est tout gentil, il n'a rien de méchant. Et en plus, ce qui est marrant, petite anecdote quand on parle de musique, devine qui a fait la musique de ce magnifique film Ah et là, qui est le étonne-moi. compositeur fétiche de Tim Burton. J'ai aucune idée. C'est Danny Elfman. En fait, Danny Elfman, c'est lui qui a composé la musique de Batman Mhm. avec Michael Keaton. Et pire, il a composé la musique d'une série qui est culte. Est-ce que tu auras une petite idée de laquelle il s'agit? Non, vas-y, surprends-nous. On t'écoute. Desperate Housewives. Ah oui, effectivement, oui. Et ben, c'est marrant parce que si tu reconnais bien les notes, c'est un peu un côté enfantin, rêveur.
Et c'est vrai que quand tu vois que Winona Ryder, elle tourne, elle est là avec de la neige, elle est heureuse, c'est clair que, comme tu dis, c'est ce film, c'est la magie de Noël, quoi. C'est Non, les et Édouard Romain d'Argent, il est magnifique. ça, c'est un film à voir Regardez-le. et à voir et à revoir, je pense. Parce que, comment ça s'appelle Johnny Depp, il avait cassé son image parce que c'était la grosse star de 21 Jump Street. C'était un petit peu la star pour les minettes, les ados, en fait. C'est comme ça qu'il était. Ça veut dire tout le monde l'adorait et il voulait passer à autre chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait arrêté la série. Mais tu sais qu'en plus que c'est sa première collaboration et pas la dernière avec Tim Burton. Oui, c'est devenu son acteur fétiche après, ouais. Ouais. Bah oui, en fait, ce qui était triste aussi dans ces histoires, ce que j'ai appris, c'est que, tu vois, il avait vécu une longue histoire avec Winona Ryder et que quand ils ont rompu, il a dit que quand il avait tourné d'autres films avec lui, il a dit, je le voyais déprimé, triste, il faisait plus rien, ça l'avait tellement affecté émotionnellement et que même Tim Burton, il a dit qu'il s'en rappellera toujours, quoi. Et c'est là que tu vois que la force mentale de certains acteurs, parce que souvent on vit des choses, mais parfois difficiles, parce que même lui, quand il a lu le scénario, il en a pleuré parce que ça a peut-être rappelé des souvenirs, comme il a dit, Mhm. personnels. Et, et c'est vrai que ce film aussi, ça marque aussi la peur de la différence, tu vois. Bien sûr, ouais, ouais. Parce que Mhm. quand tu arrives, c'est pareil, c'est comme dans cette industrie, c'est un peu imagé, mais c'est la vérité, c'est que quand tu arrives, on te connaît pas, qui elle est, Mhm. est-ce qu'on peut lui faire confiance Non, non, comme ouais, on vit des choses et j'aimerais rebondir et pouvoir conclure l'émission. Toi, je t'ai vu dans Ouais. une web série, The Number, sur YouTube. Ouais. Tu peux Alors, nous en t'as parler aimé? rapidement pour terminer l'émission un peu? Ah, ah bah oui, alors en fait, comme je disais, en fait, c'est un avocat qui travaille dans une firme et en fait, il trouve dans ses affaires un numéro de téléphone. Donc, par curiosité, il va appeler ce numéro, pensant à avoir une fille qui veut draguer. Et en fait, il s'avère que l'interlocutrice n'est autre qu'un interlocuteur qui va lui imposer de devoir tuer un homme, mais il a un compte à rebours très serré, il a 1 heure et demie pour le faire. Donc, il ne sait pas ses motivations, il ne sait pas le pourquoi du comment, et il va s'entraîner petit à petit dans une sorte d'engrenage. Et Mhm. bon, moi-même, j'ai pas vu cet épisode, mais c'est assez haletant. C'est vrai que moi, quand j'ai regardé le deuxième, j'étais un peu dégoûtée qu'ils aient pas diffusé le troisième épisode. Il m'a dit non, c'est après Noël parce que là, c'est les fêtes. Mais et Je, c'est je, vrai que en plus, ouais, je vais pas c'était pas mal spoiler, quoi. mais l'homme qui doit tuer dans la série est venu faire une interview pour Merci, on vous rappelle, et ça sera un épisode qui sortira en janvier. Ah, mais c'est génial, oui, Frédéric Maillet, ouais, oui, oui. Voilà, c'est Non, c'est ça. vrai qu'il est excellent lui, hein. C'est vrai, ouais. Donc cette Ouais, c'est série, pas mal. on peut la voir sur YouTube. Oui, on peut la voir sur YouTube et le troisième épisode sera disponible vendredi, ben, ce vendredi-là. Il y a déjà les 2 épisodes qui sont disponibles. Vous pouvez voir dans le premier. Super. Bah écoute Sylvia, c'était vraiment agréable de passer ce temps de discuter avec toi, parler des films cultes qu'on peut voir pendant les fêtes de fin d'année. Bah oui, J'ai mais c'est passé un moment surtout que agréable. grâce à nos anecdotes, moi aussi j'ai passé un moment agréable, mais c'est surtout que maintenant les gens, peut-être quand ils vont nous écouter, ils vont le revoir d'une autre façon. Il faut Bien se dire, sûr. ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, moi, je vous conseille vraiment d'aller revoir tous les films qu'on a parlé aujourd'hui. On a parlé de Maman, j'ai raté l'avion, on a parlé de Piège de cristal, on a parlé de Bridget Jones, on a parlé de Holiday. Donc tous ces films, allez les revoir avec toutes les anecdotes qu'on vous a racontées et vous allez voir, vous allez découvrir des nouveaux films en fait. Ah bah oui, des nouveaux films et surtout des performances d'acteurs, surtout des révélations, parce qu'on Mhm. on n'oublie pas, mais ces films ont en commun de ça a révélé des acteurs qui ont fait que leur carrière a pris une autre dimension énorme, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvia Nawa, pour ce bel épisode. Je te dis merci et on vous rappelle. Ouais, merci. Ben, on vous rappelle. Gros bisous, Patrick. À bientôt, Salut. bye. À bientôt. Bye.